chemin pour vous. Madame Lebrun se leva et caressa doucement les cheveux de sa fille. Je ne suis pas juste une femme de ménage, ni une marchande de légumes. Je suis une maman. Et ça, c'est le travail de toute une vie. Elle se dirigea vers la porte, laissant Carole seule avec ses pensées et un petit bout de papier porteur d'espoir. « Bonne nuit, ma belle, » dit Madame Lebrun avant de fermer la porte. Dans le couloir sombre, Madame Lebrun sourit paisiblement. Demain, il y aurait encore de la poussière à faire, des légumes à vendre, et sûrement de nouvelles querelles à apaiser. Mais ce soir, son cœur de mère était léger et comblé. La maison des Lebrun pouvait enfin dormir en paix. La maison des Lebrun embaumait le propre, une odeur réconfortante de cire et de savon qui témoignait de l'énergie inépuisable de sa maîtresse de maison. Bienvenue chez Madame Lebrun. L'air était toujours rempli d'une agitation familière, un tourbillon de tâches ménagères et de conversations animées. Ce matin-là ne faisait pas exception. Madame Lebrun s'activait, le plumeau à la main, chassant la moindre particule de poussière avec une détermination sans faille. Soudain, une voix rocailleuse s'éleva du fauteuil usé au coin du salon. C'était le grand-papa, le patriarche de la famille, dont le visage ridé exprimait une fatigue perpétuelle. Il se plaignit amèrement que cela faisait 3 jours qu'il ne dormait pas. Madame Lebrun, habituée à ces jérémiades, lui répondit avec une affection bourrue. Elle lui lança un joyeux bonjour, lui expliquant qu'elle faisait juste un petit peu de ménage et qu'elle était justement sur le point de prendre une petite pause. Elle prononça le mot ménage comme si c'était un événement rare, ce qui était une douce ironie. Elle s'exclama qu'elle était bien sale et qu'il faudrait qu'elle se nourrisse. Dans un élan de distraction comique, elle réalisa qu'elle avait oublié d'ouvrir la cave pour lui. Elle marmonna quelques réprimandes affectueuses à son égard, lui demandant de se taire un instant. Elle se rappela à haute voix qu'elle avait élevé 6 enfants toute seule, mais qu'aucun d'entre eux ne lui avait donné autant de fil à retordre que lui. Elle reprit le fil de ses pensées. Le ménage, oui. Elle se souvint de la visite récente de monsieur le curé Saint-Pierre. Il avait regardé autour de lui avec des yeux ronds d'admiration. Il lui avait dit, avec cette voix solennelle propre aux hommes d'église, que Madame Lebrun et le bon Dieu tenaient une maison d'une propreté immaculée. Elle l'avait remercié poliment, mais dans son fort intérieur, elle s'était dit qu'il devrait voir le désordre quand c'est le bon Dieu qui s'en occupe tout seul. Pour elle, ce n'était pas compliqué, elle avait passé sa vie entière à faire du ménage. Elle plongea un instant dans ses souvenirs. À l'âge de 18 ans, elle s'était mariée avec Roger Lebrun. C'était à cause d'une maladie très spécifique qui s'appelle la grossesse. Le lendemain des noces, elle avait déjà commencé le ménage. C'était l'histoire de sa vie, une vie remplie d'amour, de travail et de dévouement. Ses pensées furent interrompues par l'arrivée de sa fille, Carole. Une jeune femme rayonnante, pleine de vie, qui entra en lançant un joyeux bonjour à sa mère. Elle remarqua que son grand-papa avait l'air tout calme, ce à quoi Madame Lebrun répondit qu'elle ignorait pourquoi, mais que c'était une bonne chose. Madame Lebrun posa un regard scrutateur sur sa fille, remarquant sa tenue soignée. Elle devina immédiatement qu'une rencontre amoureuse se préparait ce soir-là. Carole, tentant de minimiser la situation, assura que ce n'était pas un grand rendez-vous, juste un petit verre tranquille. Madame Lebrun laissa échapper un petit rire cynique mais bienveillant. Elle avertit sa fille que c'était le discours classique de tous les hommes. Selon son expérience, les hommes pensaient que la vodka était un lubrifiant pour faire tomber les petites culottes plus vite. Carole rit de bon cœur à la remarque colorée de sa mère, mais Madame Lebrun insista. Elle rappela à sa fille que les choses allaient vite, qu'une seconde on sirotait un cocktail et que la seconde d'après, on avait les 2 pieds dans les étriers avec le docteur qui criait de pousser pour faire sortir le 10e enfant. Carole, un peu embarrassée mais amusée, assura à sa mère qu'elle avait compris et qu'elle ferait attention. Elle se prépara à partir, refusant l'offre d'un petit café car elle était déjà en retard. Madame Lebrun ne put s'empêcher de lancer une dernière pique, suggérant que l'homme arriverait sûrement en retard lui aussi, et que par la suite, il viendrait trop vite. Carole lui demanda de cesser ses plaisanteries et lui fit ses adieux. Madame Lebrun la regarda partir avec une fierté évidente, murmurant à quel point sa Carole était magnifique, tout en lui rappelant, dans un dernier souffle protecteur, de faire attention à ses petites culottes. Mais la vie de Madame Lebrun ne se limitait pas aux murs de sa maison. Elle n'était pas seulement une ménagère dévouée, elle tenait également un kiosque au marché du quartier.
Elle vendait des fruits et des légumes avec une ferveur incomparable. Elle se considérait avec justesse comme une femme d'affaires accomplie. Cependant, elle devait souvent composer avec des clients difficiles qui venaient manipuler sa marchandise sans aucune raison valable. Elle se souvint d'une cliente particulièrement insistante à qui elle avait dû expliquer avec sa franchise légendaire que le fruit qu'elle touchait était une banane et que celle-ci ne deviendrait pas plus grosse simplement parce qu'elle la tâtait. C'était sa façon à elle de gérer son commerce, avec un mélange d'autorité maternelle et d'humour incisif. La journée se poursuivit et le marché battit son plein. Soudain, elle aperçut son fils, Bruno. Il n'avait pas son entrain habituel. Il s'approcha, l'air abattu. Elle l'accueillit chaleureusement, l'appelant son trésor, et s'enquit des promotions de la semaine, qui s'avéraient être des hamburgers. Mais elle vit bien que quelque chose n'allait pas. Elle le pressa de questions, utilisant des surnoms affectueux pour le réconforter. Elle lui demanda s'il y avait des problèmes avec la police, s'imaginant toujours le pire. Bruno, la voix tremblante, avoua que le problème venait de Geneviève. Elle avait rompu avec lui. L'instinct protecteur de Madame Lebrun s'enflamma instantanément. Elle traita Geneviève de tous les noms, incapable de supporter la tristesse de son fils. Bruno défendit la jeune femme, affirmant qu'elle n'avait rien fait de mal, mais qu'il n'avait tout simplement pas envie d'en parler. Madame Lebrun, sentant sa douleur, tenta de le consoler en lui offrant un petit café ou un biscuit, mais Bruno devait retourner au travail. Il repartit, laissant sa mère le cœur gros. Le soir tomba sur la maison des Lebrun. L'atmosphère était calme. Carole était penchée sur ses livres de psychologie. Madame Lebrun s'approcha d'elle, incapable de dormir, l'esprit tourmenté par le chagrin de Bruno et Geneviève. Elle exprima son admiration pour sa fille, soulignant sa persévérance à étudier malgré son travail exigeant de serveuse. Elle déclara avec une fierté touchante que l'homme qui aurait la chance de conquérir son cœur serait le plus heureux du monde. Elle s'accorda un peu de crédit, soulignant qu'elle avait bien réussi pour une veuve ayant élevé sa fille toute seule. Puis, ses pensées retournèrent à Bruno. Elle se demandait ce qu'elle pourrait faire pour arranger les choses entre lui et Geneviève. Carole, la voix de la raison, conseilla à sa mère de ne pas s'en mêler et de les laisser gérer leurs problèmes entre adultes. Leur conversation fut interrompue par les plaintes du grand-papa. Il ne se sentait vraiment pas bien. Madame Lebrun, d'abord sceptique en raison de ses 92 ans, réalisa rapidement que la situation semblait sérieuse cette fois-ci. Carole suggéra d'appeler le docteur Lépine. Madame Lebrun hésita, rappelant que ce médecin facturait 100 piastres la visite sous la table, ce qui rendait le grand-père bien cher à entretenir. Mais l'inquiétude prit le dessus. Carole mentionna que la tristesse du grand-papa était peut-être due à la perte de sa perruche, qu'il avait trouvée sans vie ce matin-là. Madame Lebrun se résigna et accepta de faire appel au médecin. Le docteur Lépine arriva avec son mallette usé. C'était un homme pragmatique qui ne s'encombrait pas de délicatesse. Il annonça d'emblée qu'il lui faudrait des échantillons approfondis, parlant d'urine et de sel, ce qui provoqua la confusion du pauvre grand-papa. Le médecin expliqua de manière brutale qu'il voulait ses sous-vêtements. Puis vint le moment tant redouté de la prise de température rectale. Madame Lebrun, avec un mélange de compassion et de moquerie, tenta de détendre l'atmosphère. Le grand-papa, digne malgré la situation embarrassante, se soumit à l'examen. Madame Lebrun s'éclipsa un instant pour aller chercher un café. À son retour, une scène d'une absurdité totale se déroulait dans le salon. Le grand-papa était dans une posture inconfortable et le docteur semblait paniqué. Le thermomètre avait disparu. Le médecin bégaya des explications confuses, suggérant que le grand-père commençait à aimer cela. Face à la situation inédite, le docteur décréta qu'il fallait l'amener aux urgences pour explorer la cavité, comme s'il cherchait des trésors enfouis. Le médecin prit la fuite précipitamment, laissant Madame Lebrun pantoise. Elle se consola en se disant que le grand-papa irait à l'hôpital et que tout s'arrangerait. Le lendemain, l'esprit de Madame Lebrun était de nouveau accaparé par les déboires sentimentaux de son fils. Elle refusa d'écouter les conseils de Carole qui l'implorait de rester en dehors de cette histoire. Madame Lebrun se considérait comme une véritable meneuse, déterminée à agir. Elle organisa, contre l'avis de tous, une séance de thérapie improvisée dans le salon de Bruno. L'ambiance était endue à couper au couteau. Bruno et Geneviève étaient assis face à face, visiblement mal à l'aise.